Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Le sujet. Le choix du sujet de cet ouvrage s'est imposé logiquement après une carrière effectuée en grande partie dans le secteur de l'amidonnerie-féculerie. En effet, cette expérience a révélé et confirmé au fil du temps à quel point ce secteur reste malheureusement méconnu des Français, si l'on accepte quelques idées reçues, de vagues réminiscences d'ordre scolaire, familial ou régional, ou des connaissances professionnelles. Cette méconnaissance a de multiples raisons. Certaines sont inhérentes à la profession, en particulier sa culture de l'indépendance et du secret industriel. Il convient également de noter que l'amidonnerie-féculerie est une industrie d'industrie, et qu'elle a longtemps considéré que ce n'était pas à elle, mais à ses industries clientes, de communiquer directement auprès des consommateurs, ceci jusqu'au milieu des années 2000. Une autre raison tient à la difficulté d'identifier ce secteur et de le classer au sein des industries manufacturières. C'est à l'évidence une industrie agroalimentaire, et ceci pour deux raisons. 1 épi de maïs, 2 épis de blé. 3 graines de pois protéagineux, 4 pommes de terre. En premier lieu parce qu'elle transforme des produits agricoles. En France, il s'agit aujourd'hui des céréales, blé et maïs, des pommes de terre et des pois protéagineux. En second lieu, parce que les débouchés de l'amidon, de la fécule et de leurs produits dérivés sont pour une bonne part, environ la moitié, alimentaires. Il suffit pour s'en convaincre de lire les étiquettes de la grande majorité des produits alimentaires présents sur les rayons des boutiques et des grandes surfaces. Mais en même temps, et depuis l'Antiquité, l'autre moitié environ des débouchés de l'amidonnerie-féculerie ne sont pas alimentaires. Cette dualité des usages, alimentaires et non alimentaires, est aussi ancienne que l'amidonnerie elle-même. C'est ainsi qu'un des plus anciens débouchés de l'amidonnerie est la fabrication du papier et avant lui du papyrus. Dites-vous que sans l'amidon, la feuille de papier que vous lisez n'aurait pas pu être imprimée. Un autre débouché historique de l'amidonnerie-féculerie est l'industrie textile. L'image des cols de chemise repassés par nos grands-mères a d'ailleurs la vie dure comme en témoigne le célèbre calembour de Pierre Dac, pour que les cols durent, amidonnés. Une autre source de complexité tient au fait que l'activité des amidonniers ne se limite pas à extraire l'amidon ou la fécule des plantes. Ils en extraient également les autres constituants, en particulier les protéines ainsi que les germes, l'huile ou les sons, appelés aussi drèche ou pulpe selon la matière première utilisée. Ces coproduits sont vendus en majorité dans un troisième grand secteur d'application, celui de l'alimentation des animaux. Qui plus est, les amidonniers féculiers transforment dans leurs usines l'amidon et la fécule en une multitude de produits dérivés, de deuxième, voire de troisième ou quatrième génération. Cette foultitude de produits fabriqués et commercialisés par les amidonniers féculiers vient à l'évidence compliquer la vision que l'on peut avoir du secteur. Sans entrer dans le détail, ce sont plusieurs centaines de dénominations commerciales qui sont utilisées pour définir l'ensemble des produits livrés par les amidonniers féculiers à leurs industries clientes. Les plus connus sont l'amidon, la fécule, le gluten de blé comme de maïs, les sirops de glucose, la maltodextrine, le dextrose, la dextrine, les amidons modifiés mais aussi le sorbitol, l'alcool, l'éthanol, etc. L'une des principales conséquences de cette diversité des produits est l'absolue nécessité, dans tous les domaines d'activité, de définir ces produits que ce soit à des fins commerciales, réglementaires, de classement statistique et tarifaire ou d'étiquetage nutritionnel. 5 amidons de maïs, 6 fécules de pommes de terre, 7 gluten de blé, 8 sirops de glucose. Enfin, les frontières du secteur ont évolué au fil du temps puisque les amidonniers féculiers ont également intégré, en aval, certaines activités de leurs industries clientes, en particulier de la biochimie et des industries de fermentation, acides aminés, acides organiques. Cette méconnaissance du secteur est regrettable. Elle contraste avec l'ancienneté de cette industrie, son ancrage régional, son lien étroit avec la vie quotidienne des consommateurs, sa proximité avec le monde agricole mais aussi avec ses industries clientes. Elle contraste également avec son développement international soutenu par l'innovation et les exportations, bien loin de son image parfois surannée. En premier lieu, l'industrie des produits amylacés plonge ses racines dans une histoire ancienne remontant en France à l'époque gallo-romaine.
Après une longue période de sommeil, l'amidonnerie-féculerie connut un développement régulier à partir du XVIIIe siècle. L'industrialisation de la France, au cours du XIXe siècle, eut un impact décisif sur l'amidonnerie-féculerie dont l'histoire et la géographie ont été façonnées, pour une large part, par l'évolution de ces grandes industries clientes, en particulier celles du textile, du papier, de la chimie et de l'agroalimentaire. Ensuite, il convient de répéter que l'amidon, la fécule de pomme de terre et la multitude de produits qui en sont dérivés, font partie de la vie quotidienne des consommateurs. Si leurs principaux usages sont connus depuis l'Antiquité, ils sont devenus depuis le début du XXe siècle et surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale, des ingrédients indispensables pour la quasi-totalité des secteurs industriels. Industries alimentaires diverses, papeterie-cartonnerie, industrie chimique, pharmacie, cosmétique, industrie textile, matériaux de construction ou d'emballage. Enfin, l'amidonnerie-féculerie s'est développée en France de manière régulière et soutenue au fil du temps, si bien qu'en 2010, la France était le 3e producteur mondial. 2 entreprises françaises figuraient en bonne place parmi les 10 sociétés leaders dans le monde, sur un marché estimé à environ 45 milliards d'euros. Cet ouvrage a donc l'ambition de décrire l'histoire de ce développement depuis la Deuxième Guerre mondiale, et de répondre aux questions suivantes. Quels ont été les principaux facteurs du développement de l'amidonnerie-féculerie en France ? Quelles en ont été les périodes charnières et les dates clés ? En quoi ces éléments ont-ils été spécifiques à l'histoire de cette industrie en France par comparaison avec les autres industries manufacturières ? Le legs du passé. Dans son ouvrage L'industrie féculière et l'amidonnerie, origine, situation, publié à l'occasion de l'Exposition universelle de 1900, Alfred Barbero indique: l'art d'extraire l'amidon remonte à la plus haute Antiquité. Les anciens le connaissaient et l'obtenaient en préparant à cet effet l'orge et le blé. Dioscoride dérive ce mot du grec amylo, sans meule, en raison de ce que, contrairement à la farine, l'amidon était obtenu par macération, c'est-à-dire sans le secours de la meule. Il en parle comme d'une substance employée de son temps en médecine et dans l'économie domestique. L'ouvrage d'Alfred Barbero a été le point de départ de recherches approfondies qui ont révélé qu'en réalité ce sont les Grecs qui avaient transmis cet art aux Romains comme l'indique Pline l'Ancien. Dans le livre 18 de son Histoire naturelle, daté de 77 après Jésus-Christ, Pline y désigne l'amidon sous le nom d'amylum. 17. 1. L'amidon se fait avec toutes les espèces de froment et de siligo, mais le meilleur avec le blé de 3 mois. L'invention en est due à l'île de Chios, et encore aujourd'hui le plus estimé se tire de là. Le nom vient de ce qu'on le prépare sans la meule, à 100 000 meules. Après l'amidon fait avec le blé de 3 mois, le meilleur est préparé avec le froment le plus léger. Le grain trempe dans de l'eau douce en des vaisseaux de bois, de manière à être recouvert par le liquide. On change cette eau 5 fois par jour. Il est encore mieux de la changer aussi la nuit, de sorte qu'il s'imbibe également. Ramolli, on le passe, avant qu'il s'aigrisse, dans une chausse ou dans des paniers. On le répand sur des tuiles enduites de levain, et on le laisse s'épaissir ainsi au soleil. Après l'amidon de Chios, on estime le plus celui de Crète, puis celui d'Égypte. Le bon amidon se reconnaît à ce qu'il est lisse et léger. Il doit aussi être frais. Caton, de Re Rustica 87, parmi nous en a déjà parlé. En effet, Caton, dans son ouvrage de Re Rustica, avait déjà décrit vers 160 avant Jésus-Christ le procédé de fabrication de l'amidon. 87. Amylum. Manière de le préparer. Nettoyez votre seigle, mettez-le dans un cuvier et ajoutez-y de l'eau 2 fois par jour. Déchantez 10 jours après. Et quand le grain sera gonflé, broyez-le dans un cuvier propre et laissez-le déposer comme des lies. Placez le dépôt dans un linge, exprimez-en la fécule dans une casserole neuve ou dans un pétrin. Opérez de même sur la totalité, et faites macérer dans l'eau ce nouveau produit. Exposez la casserole au soleil, afin de faire sécher la fécule. Après la dessiccation, on la sert dans un second cuvier, et on la fait cuire avec du lait. Ainsi qu'on le voit, la fabrication de l'amidon de céréales était bien connue des Romains. Ces multiples usages ne l'étaient pas moins qu'il s'agisse des usages alimentaires comme non alimentaires, pharmacie, cosmétique, industrie textile, colle, fabrication du papyrus. Dans le cas de l'alimentation,
Un travail de recherche complémentaire serait utile pour étudier plus en détail les recueils de recettes de la cuisine romaine puis gallo-romaine. Celles-ci, certainement inspirées également par les Grecs, les Égyptiens et les peuples d'Asie mineure, ont à l'évidence fortement évolué en fonction des époques et des classes sociales. L'ouvrage de Recoquinaria, compilation de recettes du IVe siècle attribué à Apicius, donne quelques exemples d'utilisation d'amidon, appelé fécule, pour lier les sauces. On sait également que l'amidon était utilisé pour épaissir les bouillies de céréales, dont les Romains étaient de gros consommateurs avant l'arrivée du pain, ou pour fabriquer galettes, gâteaux et desserts. La fabrication de l'amidon et ses 1001 usages ont été ensuite transmis par les Romains aux autres peuples d'Europe, et le procédé de fabrication utilisé, à partir du blé, fut en usage jusqu'au milieu du XIXe siècle. Entre-temps, le mot amylum, en latin classique, était devenu amidum en latin médiéval, puis amidon vers la fin du Moyen Âge. À noter que dans le dictionnaire de la langue française d'Émile Littré, il est indiqué que dans l'ancien français amidon se disait gaudron. Nous n'avons pas trouvé confirmation de cette assertion. On remarquera seulement que, d'après le Centre national de ressources textuelles et lexicales, un gaudron est un pli rond et empesé qu'on faisait aux fraises, jabots et manchettes de chemise. Dans son ouvrage statistique sur le département du Nord paru en 1804, le préfet Christophe Dieudonné décrit cette influence romaine, en particulier sur les provinces belgiques dans lesquelles est compris le département du Nord. La politique des Romains était de donner à leurs nouveaux sujets leurs arts et leurs sciences. C'était en effet le moyen de civilisation le plus sûr. Sous leur domination on vit s'établir dans les Gaules des genêches nombreux, c'est-à-dire des lieux choisis où l'on s'occupait spécialement de la filature de la laine et du lin, de la fabrication des toiles et de la confection d'une infinité d'autres objets. Ces petits centres industriels, fabriquaient entre autres, on peut l'imaginer, des tissus, des vêtements, des produits alimentaires, des cosmétiques, tout produit qui nécessitait l'utilisation d'amidon. Là encore, des recherches plus approfondies permettraient sans nul doute d'expliquer que cette influence romaine, si elle fut sans doute enrayée par les invasions barbares, fut à l'origine d'une tradition amidonnière dans le nord de la France, puisqu'on y comptait avant la Révolution de 1789, selon Christophe Dieudonné, 80 fabriques d'amidon, en particulier à Dunkerque, Lille, Cambrai et Valenciennes. Au Moyen Âge, la production d'amidon semble avoir régressé et la Hollande devint apparemment pendant de longues années le principal fournisseur de la France en amidon. Il fallut attendre la fin du XVIIe siècle pour voir s'établir et prospérer à Paris et à Rouen, et dans d'autres grandes villes du pays, quelques fabricants d'amidon. La présence active de ces amidonniers est en effet attestée à Rouen, dans un courrier adressé par les marchands de la ville au roi. Dans ce courrier, les marchands s'élèvent contre la décision des amidonniers de la ville, en 1699, de s'organiser en corps de métier et d'ainsi limiter le nombre de fabricants ainsi que la production. Ils évoquent à l'inverse la ville de Paris, où l'exercice de la profession est libre. Il fallut toutefois attendre la deuxième moitié du XVIIIe siècle pour voir la profession s'organiser. Le premier acte public qui a été consacré à l'amidonnerie date de mars 1744. C'est le décret royal reconnaissant les statuts et règlements de la communauté des amidonniers cretonniers de la ville et faubourg de Paris. Toujours selon Alfred Barbereau, ce décret royal ne fut enregistré au Parlement que le 12 janvier 1746, en raison de la résistance que lui opposèrent les gantiers, parfumeurs, apothicaires et épiciers, qui avaient l'habitude de se fournir en amidon à l'étranger et qui prévoyaient les droits de protection qui ne manqueraient pas d'être accordés à la nouvelle corporation. S'agissant du terme cretonnier, il est seulement indiqué dans les statuts de la profession que les amidonniers feront seuls la fonte des suifs boulets et suifs bruns provenant des cretons des bouchers, de qui ils continueront de les acheter, pour en faire la préparation nécessaire à l'usage des corroyeurs, ongroyeurs et autres qui emploient ces sortes de suifs noirs et qui les achètent des amidonniers cretonniers. Il convient de rappeler que les corroyeurs et ongroyeurs étaient des ouvriers qui tannaient et préparaient le cuir. À noter que l'application de ces statuts fut à l'origine d'un nombre important de contentieux entre les amidonniers et la Régie générale, chargée de la perception des droits et des contrôles tatillons dans les fabriques, aux grandes dames des fabricants. Dans la conclusion de son article,
Les Amidonniers et la Régie Générale 1777 à 1786, Aline Logette indique. Il n'est donc pas facile d'être amidonnier en cette fin du XVIIIe siècle. Ce ne sont pas tant les contraintes corporatives qui sont à redouter. On les supporte depuis des siècles, et elles se sont tout de même quelque peu assouplies depuis l'intervention de Turgot. En fait, le plus dur est peut-être que l'ancienne tutelle privée, émanant du métier lui-même, se double maintenant d'une tutelle étatique. Parce que les finances royales vont mal, il faut depuis 1771 payer des droits d'aide sur une production qui en était jusqu'alors exempte. Parce que le blé présente une importance vitale pour l'économie générale du royaume, il faut se montrer très circonspect dans le choix de la matière première, veiller à ne pas transporter n'importe où le produit fini. Tout cela entraîne surveillance et contrôle de toutes sortes dès que l'on est agréé par l'administration et pour elle il faut faire rédiger et déposer un mémoire au Conseil du roi, subir les lenteurs de la procédure, sans être jamais sûr du succès. Au fond, l'État fait du métier d'amidonnier une profession très fermée, s'alignant ainsi sur la tradition corporative, mais des considérations d'intérêt public se substituent maintenant à la toute-puissance des maîtres et des syndics. Parmi les nombreuses contraintes imposées aux amidonniers, figurent celles liées à la qualité des blés mis en œuvre. Il faut en effet qu'ils évitent deux dangers. Le premier consiste à employer des blés aptes à la confection du pain. L'administration doit se montrer ferme sur ce point, car il arrive que des amidonniers de province achètent de beaux grains, les préparent en vue de la panification et les fassent ensuite passer à l'étranger, mais comme amidon, entretenant ainsi le haut cours du blé et rendant inefficace l'interdiction de l'exportation. Le second danger réside dans la démarche inverse. Employer des blés avariés peut nuire à la santé des consommateurs, puisque l'amidon est parfois utilisé en confiserie, par exemple pour les dragées. L'article d'Aline Logette fourmille d'autres exemples sur les contraintes et contrôles subis par les amidonniers, preuve, s'il en est besoin, que l'exercice du métier d'amidonnier fut de tout temps source de maintes difficultés administratives. Un mémoire pour la communauté des maîtres et marchands amidonniers de Lyon, contre les régisseurs des droits du roi, va même jusqu'à évoquer les horreurs pratiquées contre les pauvres amidonniers, en raison des vexations et extorsions pratiquées par les régisseurs. Dans le cadre des recherches menées pour préparer ce livre, d'autres ouvrages ont été identifiés qui pourraient permettre de rédiger une histoire plus ancienne de l'amidonnerie-féculerie. Il s'agit en premier lieu de l'article relatif à l'amidon, dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Cet article décrit de manière très précise le procédé de fabrication de l'amidon de blé à cette époque. Il s'agit également du volume « La fabrique de l'amidon », rédigé par Henri-Louis Duhamel du Monceau et publié en 1772 dans le cadre de la description des arts et métiers de l'Académie des sciences. Dans la même veine, quoique plus tardive, il convient de citer l'encyclopédie Roret, appelée aussi Manuel Roret, dont un volume concernait l'amidonnerie. Celui-ci fit l'objet de plusieurs éditions. Il est intéressant de noter que ce manuel changea de titre au fil des éditions successives. En 1830 et 1855, il était intitulé « Manuel de l'amidonnier et du vermicellier ». Dans l'édition de 1890, le titre du manuel Roret devient « Manuel de l'amidonnier et du fabricant de pâtes alimentaires ». Cette proximité entre les professions d'amidonnier, de vermicellier et de fabricant de pâtes alimentaires au XIXe siècle mériterait également de faire l'objet d'une étude plus approfondie. En effet, la mise en œuvre d'un nouveau procédé de fabrication de l'amidon de blé en 1836, le procédé Martin, permit de séparer plus efficacement l'amidon et le gluten de blé. On peut penser que le gluten de blé fut dès lors utilisé davantage par les vermicelliers et les fabricants de pâtes, car il permettait d'enrichir et de rendre plus plastique la farine. De nombreux amidonniers de blé se firent sans doute alors simultanément fabricants de pâtes et de vermicelles. La profession d'amidonnier vermicellier est illustrée par un des personnages les plus connus de la condition humaine d'Honoré de Balzac, le père Goriot. Voici ce que Balzac écrit dans le passage relatif à la description de la pension Vauquer. Le troisième étage se composait de 4 chambres, dont 2 étaient louées, l'une par une vieille fille nommée Mademoiselle Michonneau, l'autre par un ancien fabricant de vermicelles, de pâtes d'Italie et d'amidon qui se laissait nommer le père Goriot.
Plus loin dans le texte, des précisions importantes sont apportées par Balzac. Jean-Joachim Goriot était, avant la Révolution, un simple ouvrier vermicellier, habile, économe, et assez entreprenant pour avoir acheté le fonds de son maître, que le hasard rendit victime du premier soulèvement de 1789. Il s'était établi rue de la Jussienne, près de la Halle au Blé, et avait eu le gros bon sens d'accepter la présidence de sa section, afin de faire protéger son commerce par les personnages les plus influents de cette dangereuse époque. À la fin du roman, le père Goriot, sur son lit de mort, s'emploie à convaincre Eugène de Rastignac d'aller chercher ses filles. « Voyez-vous, il faut me guérir parce qu'il leur faut de l'argent et je sais où aller en gagner. J'irai faire de l'amidon en aiguille à Odessa. Je suis un malin, je gagnerai des millions. Oh! Je vais me remettre au commerce. J'irai à Odessa pour y acheter du grain. Les blés valent là 3 fois moins que les nôtres ne coûtent. Si l'introduction des céréales est défendue en nature, les braves gens qui font les lois n'ont pas songé à prohiber les fabrications dont les blés sont le principe. Et j'ai trouvé cela, moi, ce matin. Il y a de beaucoup à faire dans les amidons. » Le XIXe siècle constitua une grande époque pour les publications techniques et scientifiques sur l'amidonnerie-féculerie. Citons en particulier le tome 2 de l'Encyclopédie du XIXe siècle, Répertoire universel des sciences, des lettres et des arts, paru en 1837. Le terme amidon y est repris, et sa définition confirme la prédominance du blé à cette époque. Le procédé d'extraction de l'amidon de blé par fermentation y est décrit en détail. Mais surtout l'article confirme l'arrivée du nouveau procédé de fabrication, mis en pratique par M. Martin à Vervins. Il est indiqué que ce procédé a l'avantage de fournir d'une part de l'amidon, de l'autre du gluten que l'on peut utiliser. Nous reviendrons sur l'importance du procédé Martin plus loin, quand nous évoquerons la société Les Successeurs de Gallet et compagnie. Une autre définition est donnée dans le tome 2 de l'Encyclopédie du XIXe siècle, celle du terme amidonnier. Cette définition, qui confirme que le mot amidonnier désignait l'ouvrier qui travaillait dans une amidonnerie, contient une information qui mérite d'être relevée. Il est en effet indiqué qu'avant l'arrivée du procédé Martin, la fermentation putride de l'amidon, ainsi que la pulvérisation de cette substance expose les amidonniers à des affections très graves et qui compromettent souvent la santé de ces ouvriers. Ce sont en particulier ces affections, ainsi que les odeurs répandues par les anciennes amidonneries de blé, qui avaient justifié le classement des amidonneries au nombre des établissements insalubres de première classe, conformément au décret du 15 octobre 1810. Un autre ouvrage, celui de M.J. Girardin, Leçons de chimie élémentaire, réserve une place importante à l'amidon. L'amidonnerie de blé parisienne, quant à elle, est évoquée dans le livre de Denis Guilherme, La naissance de l'industrie à Paris. La deuxième partie de cet ouvrage est consacrée à la révolution biochimique. Dans la partie consacrée à l'amidonnerie, il est notamment rappelé que l'amidon sert à faire la colle, à prêter les étoffes car il n'agit pas sur la teinture végétale, à empeser le linge pour le rendre plus amoureux. On en use dans les pâtes et les tapisseries, dans la parfumerie pour la poudre de riz. Plus loin, Denis Guilherme ajoute que les amidonniers, hommes aisés et secrets, travaillent encore dans le faubourg Saint-Antoine, beaucoup rue Traversière et à Bercy, non loin de l'eau courante, du dépôt des grains et dans les faubourgs Saint-Victor, Saint-Marcel, autour du marché aux bestiaux où ils ont droit d'acheter les porcs vivants pour les engraisser avec des mares de fermentation. Plus loin encore, il est précisé que l'Empire redéploie cet artisanat qui exige une grande connaissance sensitive des ferments. Il nourrit la cour qui toujours s'apprête pour les cérémonies, les parfumeurs dont le nombre double entre 1800 et 1808, les 40 relieurs pour leur colle, la douzaine de fabriques de toiles peintes. Sous la pression du voisinage, les amidonniers se convertissent toutefois à la fécule moins odorante et bien plus rentable. En effet, si le XVIIIe siècle a été celui de l'amidonnerie de blé, le XIXe siècle fut dominé par le développement de la féculerie de pommes de terre. Un autre commentaire de Denis Guilherme est à relever. Contemporaine de la culture de la pomme de terre, très récente en France et déployée par le légendaire Parmentier, rival des amidonneries, les féculeries relèvent d'une autre logique technique tout opposée, individuelle, mécanique, banlieusarde, capitaliste, dynamique, industrielle.
Une autre phrase permet de dater plus précisément le début de l'essor de la féculerie de pommes de terre, dans les années 1810. Ceci est confirmé par Alfred Barbero qui note en effet dans son ouvrage, cité précédemment. En 1812 et 1813, alors que les blés commençaient à se faire rares et se vendaient très cher, le gouvernement français, ayant été avisé que les paysans de quelques départements mêlaient de la pomme de terre râpée et séchée à la farine avec laquelle ils faisaient leur pain, convoqua les 6 ou 8 maîtres amidonniers qui habitaient alors à Paris, et les engagea fort à employer leur outillage au râpage de la pomme de terre que les boulangers commençaient à mêler aux farines. Les amidonniers acceptèrent la proposition et pendant toute la crise, c'est-à-dire jusqu'en 1818, râpèrent de la pomme de terre. Cet épisode est confirmé par Michel Ansart dans le chapitre qu'il consacra à la fécule de pommes de terre dans l'ouvrage « Les industries agricoles et alimentaires ». Selon Barbero, en 1812, alors que le blé était rare, le gouvernement engagea les 6 ou 8 maîtres amidonniers de Paris à employer leurs installations pour râper de la pomme de terre que les boulangers commençaient à mélanger aux farines. Après quelques années, ces amidonniers féculistes, comme les appelle Dubrinfo, retournèrent à la fabrication de l'amidon. C'est ainsi qu'on comptait à Paris en 1822 15 féculiers et 6 amidonniers. L'amidonnerie de blé déclina par la suite à Paris, victime de la concurrence des amidonniers de Rouen, de ceux des villes du Nord et de l'étranger. En effet, en 1810 avait été construite la première féculerie de pommes de terre moderne en Alsace, tandis qu'en 1837 était construite la première féculerie de pommes de terre des Vosges. Il fallut attendre les années 1860 pour que se développe l'amidonnerie de riz, puis les années 1890 pour que se développe l'amidonnerie de maïs. Les considérations qui précèdent n'avaient pour objectif que de retracer brièvement les origines de l'amidonnerie-féculerie en France. La rapide description des grandes étapes de son développement depuis l'époque gallo-romaine ont confirmé une conviction des grands auteurs de la business history. Loin de constituer une rupture, les années qui suivirent la Deuxième Guerre mondiale s'inscrivent dans le cadre d'une continuité de l'industrialisation française depuis le XVIIe siècle que les amidonniers français ont accompagné. Les sources. Cet ouvrage s'appuie sur une grande diversité de sources, tant écrites qu'orales. Les archives de la profession. Il s'agit en premier lieu des comptes rendus des assemblées générales annuelles de l'Union des syndicats des industries des produits amylacés, USIPA, sur toute la période de 1946 à 2010. Cette vision a été enrichie, pour certaines périodes cruciales, par la lecture des rapports d'activité et des discours des présidents de l'USIPA, voire le cas échéant des interventions des représentants du gouvernement et de l'administration qui leur répondaient. Il convient d'ajouter à cela les comptes rendus des assemblées générales des principales chambres constitutives de l'USIPA. Amidonnerie de maïs, amidonnerie de blé, féculerie de pommes de terre, caramel colorant, colle en poudre. En effet, si l'USIPA est l'union de ces syndicats et a œuvré constamment depuis sa création à les fédérer, leur vision est particulièrement utile, car complémentaire, notamment pour les 3 premières décennies qui ont suivi la guerre. Les comptes rendus d'autres instances syndicales, conseils de direction, comités directeurs, bureaux, ont permis d'approfondir l'analyse. Dans le cas de l'USIPA, il s'agit des comptes rendus des conseils de direction. Ils couvrent les périodes allant de 1946 à 1958 et de 1989 à 2010 et complètent ceux des assemblées générales. Dans le cas de la Chambre syndicale de la féculerie, CSF, il s'agit des comités directeurs. Il convient de rappeler que la CSF a gardé, jusqu'à aujourd'hui, un rôle très spécifique en raison de la relation très étroite existant entre les producteurs agricoles et les industriels. Les statistiques professionnelles, officielles ou non, ont également été une source d'un très grand intérêt. Elles ont été systématiquement collectées par l'USIPA depuis 1953, année au cours de laquelle un agrément lui a été donné en tant que collecteur officiel des données du secteur. Il s'agit des statistiques de production mensuelle qui servent notamment au calcul par l'INSEE de l'indice de la production industrielle, IPI. Il s'agit également des statistiques semestrielles ou annuelles des ventes, destinées au Service central des études et enquêtes statistiques, SCES.
Ces statistiques sont utilisées dans le cadre de l'enquête communautaire dénommée Prodcom. Quelques rares lacunes ou ruptures dans les séries ont été détectées qui ont conduit à consulter directement les archives de l'INSEE, du service de la statistique et de la prospective du ministère de l'Agriculture ou bien encore de FranceAgriMer. Dans certains cas, il a également été fait appel à des syndicats professionnels de secteurs proches de l'amidonnerie-féculerie, tels que l'Union nationale des producteurs de pommes de terre, UNPT, et l'Association générale des producteurs de maïs, AGPM. Il convient de mentionner enfin les archives des entreprises qui, de leur côté, ont contribué également à entretenir la mémoire de la profession, notamment à l'occasion de leurs anniversaires respectifs. Citons en particulier les 155 ans de la société Niguet, les 50 puis les 75 ans de la société Roquette, ou bien encore l'anniversaire de l'amidonnerie d'Aubourdin, Nord, qui a commémoré 144 ans d'histoire, 1856 à 2000. Enfin, il convient de mentionner les archives personnelles ou familiales communiquées par des témoins de la profession, ou leur famille. Un essai de prosopographie. Selon l'École nationale des chartes, la prosopographie est depuis plusieurs décennies un outil méthodologique bien connu de l'historien. Biographie collective, elle permet de cerner la composition d'un groupe, d'en observer les caractéristiques saillantes et les évolutions. Dans ce contexte, la réalisation d'une histoire orale de l'amidonnerie-féculerie de 1946 à 2010 a été précieuse. Elle a été grandement facilitée par le très bon accueil reçu de la part des membres de la profession, ou des anciens, qui ont eu à cœur de faire revivre un passé plus ou moins lointain pour eux. Les entretiens individuels, environ 60, ont donné lieu à des échanges nourris, réalisés le plus souvent en face à face, plus rarement par téléphone. La majorité des personnes interviewées appartiennent ou ont appartenu à la profession. Elles sont représentatives de la plupart des fonctions exercées dans les entreprises: management, production, approvisionnement, services commerciaux, R&D, affaires réglementaires, services qualité ou environnement. Les dates d'entrée en amidonnerie de ces personnes couvrent toute la période examinée, depuis 1945 jusqu'à la fin des années 1990. À noter que le parti pris a été de rencontrer, dans un souci d'équilibre, des représentants de toutes les entreprises ayant participé à l'histoire de la profession, y compris des sociétés aujourd'hui disparues, lorsque cela était possible. Certains interlocuteurs ont donné suite aux entretiens soit en rédigeant des notes détaillées, complétant et précisant des points précis de l'histoire du secteur, soit en envoyant des documents. Ces contributions ont été précieuses en raison de la très grande technicité de certains dossiers, tels que la législation alimentaire, l'environnement ou l'innovation, dans le domaine des amidons modifiés par exemple. D'autres personnes interviewées sont extérieures à la profession, mais ont été sollicitées pour apporter un éclairage sur l'histoire de l'amidonnerie-féculerie, vue sous l'angle de leur profession, de leur entreprise ou de leurs activités. Elles appartiennent soit au monde de la recherche et de l'enseignement, au monde agricole, à des professions clientes de l'amidonnerie-féculerie ou à l'administration. Un questionnaire type a été envoyé à la plupart des personnes de la profession interviewées, afin de valider et compléter le contenu des entretiens. 25 réponses ont été reçues, qui ont permis, à partir des expériences personnelles de chacune de ces personnes, d'obtenir des regards croisés et une vision globale et cohérente de l'histoire de la profession. Outre des renseignements sur le parcours professionnel de ces personnes, formation, date de recrutement, fonctions exercées, les questions ont principalement porté sur les principales évolutions du secteur ainsi que sur les grandes innovations. Dans tous les cas, l'accent a été mis sur les événements dont ils ont été les témoins. L'intérêt de ces témoignages a été de permettre un recensement très large des questions relatives au développement du secteur et un traitement statistique des réponses. Ces témoignages ont également permis de collecter un grand nombre d'informations sur la vie des entreprises du secteur. Elles ont été traitées dans le respect de la confidentialité et avec le souci de ne retenir que les éléments indispensables à la rédaction de l'histoire collective de la profession. Il est bien sûr clairement apparu que la mémoire de chacun est intimement liée à celle de la société, voire des sociétés, auxquelles il a appartenu, voire même à son parcours personnel au sein des dites sociétés.
D'où l'intérêt d'écrire une histoire collective de la profession. Les autres sources. Si les archives de la profession et la mémoire des anciens ont permis d'identifier certains éléments fondateurs et les dates clés dans l'histoire du secteur, il est apparu indispensable de mener des recherches complémentaires pour mieux comprendre les grandes étapes de son processus de développement. Au titre des sources imprimées, il convient de mentionner un certain nombre d'ouvrages, d'études ou de monographies consacrés à l'amidonnerie-féculerie. Ils ont été d'un grand secours en particulier en ce qui concerne les années d'après-guerre. Le premier est la monographie réalisée en 1959 par l'Institut national de la statistique et des études économiques, INSEE, et le Conseil national du patronat français, CNPF, en collaboration avec les ministères techniques et les fédérations ou chambres syndicales professionnelles. Cette monographie concerne plusieurs industries de l'alimentation, dont les produits amylacés. Il convient de citer également les deux études réalisées respectivement en 1966 et 1968 par l'association PRR Motion Industrie Agriculture, APRIA, consacrées, l'une aux industries du maïs, l'autre à la féculerie de pommes de terre. Citons enfin, quoique plus tardive, la monographie sur l'amidonnerie réalisée par l'ONIC en 1986. Un peu plus tard encore fut publié en 1988 un ouvrage collectif coordonné par René Scriban et consacré aux industries agricoles et alimentaires. 2 chapitres de cet ouvrage, rédigés par Michel Ansart, sont consacrés, l'un à la fécule de pommes de terre et autres amidons, l'autre à l'amidonnerie de maïs et à la glucoserie. Enfin, il est intéressant de signaler que le développement de l'amidonnerie de céréales dans les années 1980 et 1990 conduisit les associations de producteurs de céréales, devenues plus conscientes de l'importance du débouché amidonnier, à publier des brochures consacrées à ce secteur 26. À noter qu'il n'existe pas d'annuaire professionnel spécifique à l'amidonnerie-féculerie. Une liste des féculiers de pommes de terre peut toutefois être trouvée dans un annuaire sucrier de 1937. S'agissant des périodiques, la presse agricole a constitué une source précieuse. L'USIPA a toujours collecté et épluché les articles intéressant directement ou indirectement la profession, et en particulier ceux de la France agricole et d'Agrapresse. De même, les journaux spécialisés consacrés aux industries agroalimentaires, RIA, Process Alimentaire, IAA, sont à mentionner. Mais c'est surtout la presse agricole céréalière qui a fourni de nombreuses références utilisées dans cet ouvrage. D'abord, son rôle a toujours été d'informer ses lecteurs sur la situation des marchés céréaliers, et en particulier sur les prix des céréales mais aussi des principaux coproduits de l'amidonnerie. Elle communique également des informations utiles sur tous les éléments du contexte affectant les conditions d'approvisionnement des amidonniers féculiers. Événements climatiques, qualité des céréales, évolution des monnaies, cours du pétrole. Elle publie régulièrement des articles ou des dossiers relatifs à la vie des sociétés et aux principaux événements intéressant l'amidonnerie-féculerie, investissement, construction et fermeture d'usines, fusion, acquisition. La presse économique nationale complète ce tableau, surtout à partir des années 1980 et surtout 1990. Il s'agit en particulier des journaux Les Échos et l'Usine Nouvelle. Citons également la presse régionale, compte tenu de l'importance de l'amidonnerie-féculerie pour l'économie et l'emploi local. Ce travail de recherche fut complété par l'exploration des archives externes à la profession. Banque, ministère Agriculture, Économie et Industrie, DGCCRF, Archives nationales et départementales, Conseil national des arts et métiers, ceci afin de compléter et d'enrichir la documentation disponible. Les archives départementales en particulier offrent un champ d'investigation infini, dans la mesure où les usines de l'amidonnerie-féculerie, dont il sera question dans ce livre, environ 75 lors du recensement établi en 1956 à 1957, davantage encore en 1945, étaient localisées sur une bonne partie du territoire national. Toutefois, seules les archives départementales du Nord et des Vosges ont pu faire l'objet de visites et d'échanges approfondis. Enfin, il convient de mentionner les nombreuses initiatives locales ou municipales visant à faire revivre le patrimoine industriel de l'amidonnerie-féculerie. C'est le cas par exemple,
de l'Association Mémoire et Patrimoine Vivant de Corbeil-Essonnes, de l'Association des Amis du Villemur historique, Tarn, ou bien des nombreuses initiatives recensées dans les Vosges. Les recherches ont également porté sur les archives historiques de l'Union européenne, notamment celles du Conseil de l'Union européenne, de la Commission européenne et de la Cour de justice. Le site internet Eurlex a été la base de nombreuses recherches effectuées sur les textes réglementaires et sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'UE. S'agissant des archives publiques internationales, celles de l'Organisation mondiale du commerce ont été d'une grande utilité pour retracer l'historique des négociations agricoles ayant concerné les produits amylacés, mais aussi les principaux contentieux entre l'Union européenne et ses principaux partenaires, au premier rang desquels les États-Unis. Certains de ces conflits ont touché, directement ou indirectement, les produits et surtout les coproduits de l'amidonnerie-féculerie. Au niveau national, les sources publiques utilisées ont d'abord été d'ordre statistique. À FranceAgriMer, il a été fait appel aux rapports annuels de l'Office national interprofessionnel des céréales, ONIC, sur les marchés des céréales, qui contiennent des mentions spécifiques sur l'amidonnerie-féculerie en particulier à partir des années 1980 et 1990. De la même manière, les statistiques d'Agreste et de l'INSEE ont été utilisées dans certains paragraphes de ce livre. L'approche du sujet. Les cadres théoriques, historiques et géographiques. Si les sources évoquées ci-dessus ont fourni une matière riche et variée pour le présent ouvrage, il est apparu très vite indispensable d'inscrire les recherches menées dans un cadre théorique plus vaste. C'est avant tout, celui de la business history, c'est-à-dire de l'histoire des entreprises. Rappelons que la business history a vu le jour à Harvard en 1927, mais qu'il a fallu attendre 1955 pour que les universitaires français s'y consacrent. Il n'est pas inutile de rappeler qu'une des figures les plus éminentes de la business history américaine, Michael Porter, au début de sa carrière, a analysé les enjeux de la compétitivité des entreprises dans le secteur de l'amidonnerie américaine, en particulier en ce qui concerne la question des extensions de capacité face au développement de l'isoglucose sur le marché. Par la suite, en tant qu'enseignant et auteur, il s'est consacré au domaine des choix stratégiques des entreprises et de la concurrence dans l'industrie. L'approche dominante de cette discipline est en effet l'étude de cas, appliquée soit à une branche soit à une entreprise. D'un article des Échos de 2007 est extraite la citation suivante de Jacques Marseille, un des pionniers de la business history en France. L'histoire d'entreprise est sans doute le genre le plus difficile de la pratique historienne, dans la mesure où elle exige d'être à la fois économiste et sociologue, gestionnaire et anthropologue. Dans ce contexte, la lecture de l'ouvrage collectif Histoire de la France industrielle, rédigé sous la direction de Maurice Lévy-Le Boyer, fut une source d'inspiration majeure. C'est d'ailleurs cette lecture qui inspira le titre du présent ouvrage. Le livre de Maurice Lévy-Le Boyer permet de comprendre ce que fut sans doute l'évolution de l'amidonnerie-féculerie, passée, au cours du XVIIIe siècle, du stade de proto-industrie au statut d'industrie à part entière. Il semble que cette évolution ait été influencée par le développement de l'industrie textile en France, et en particulier l'essor des indiennages. Cette thèse paraît justifiée par la localisation des amidonneries-féculeries au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Paris et notamment la vallée de la Bièvre, Rouen, l'Alsace, les Vosges et le nord de la France. Elle mériterait d'être approfondie. En ce qui concerne le cadre historique de l'étude, il s'agit de la période qui s'étend de la Deuxième Guerre mondiale à 2010. Un sous-chapitre a toutefois été consacré, au chapitre 1, aux années 1920 et 1930 et bien sûr à la période de la guerre, dont l'héritage a fortement influencé l'évolution du secteur dans les années d'après-guerre. La fin de la période, l'année 2010 est conforme à la convention signée avec l'USIPA le 31 mai 2017 pour l'utilisation de ces archives et n'a pas soulevé de difficultés particulières, les années 2010 apparaissant comme la continuité d'un cycle ouvert au milieu des années 2000 et se caractérisant par un ralentissement de L'. Activité et la recherche de nouveaux relais de croissance, chimie du végétal, ingrédients nutritionnels et de santé, fibres et protéines. S'agissant enfin du cadre géographique du présent ouvrage,
Il est important de noter qu'à partir des années 1960, et plus encore par la suite, la notion des amidonneries-féculeries françaises perd de plus en plus de son sens. La raison principale en est que les marchés de l'amidonnerie-féculerie, s'ils gardent des spécificités nationales, sont européens et internationaux. Les grands comptes des amidonniers féculiers sont très souvent des sociétés européennes voire internationales. La deuxième raison est que les leaders dans le secteur de l'amidon sont soit des sociétés françaises implantées à l'étranger, soit des sociétés internationales ayant des sites de production en France. C'est pourquoi nous avons privilégié les termes des amidonneries-féculeries en France à ceux d'amidonneries-féculeries françaises. Ceci n'interdit bien évidemment pas de s'interroger sur les raisons et la spécificité de la vocation amidonnière de la France. La démarche. La première étape du travail de recherche a été consacrée à un recensement exhaustif des entreprises afin d'identifier tous les acteurs de l'histoire du secteur. Usines, entreprises, familles, personnes. Cette première étape a permis de procéder également à une analyse préliminaire des époques charnières et des dates clés. Elle a fait également apparaître un certain nombre de thèmes caractéristiques du secteur. Une restructuration profonde, qui a vu le nombre d'acteurs passer d'environ une centaine avant la guerre, à majorité familiale en 1945, à 4 aujourd'hui, tous à vocation mondiale. Cela a conduit à une analyse fine de l'évolution des structures des entreprises, création, disparition, fusion, acquisition. La modernisation des outils qui ont fait passer le secteur d'un stade artisanal et rural, au début du XXe siècle, au statut d'agro-industrie de pointe. Le rôle de l'innovation, en partenariat avec les industries clientes, qui a permis un élargissement de la gamme des produits et avant tout de leurs applications alimentaires et industrielles. L'importance du secteur agricole et une préoccupation constante pour un approvisionnement en matières premières agricoles sans faille et compétitif. L'influence des facteurs exogènes, principalement liés aux interventions de l'État dans l'environnement économique et réglementaire des entreprises au niveau national, européen ou international. Une présence forte à l'exportation sur les marchés mondiaux, hors Europe, face à la concurrence des producteurs américains USA, Brésil, ou asiatiques, Chine, Inde, Thaïlande. Ce faisant, peu de domaines de l'histoire économique contemporaine ont été ignorés. L'article de Dominique Barjot, Histoire économique et historiographie française, crise ou renouveau, met en lumière la multitude des champs d'investigation possibles. L'histoire économique de l'État, la construction européenne, les relations économiques internationales, le développement économique régional, l'histoire des produits, du patrimoine industriel, l'analyse des réseaux, et bien sûr l'histoire de l'innovation d'une part, celle des entreprises de l'autre. Le plan. Finalement, le choix a été fait de retenir un plan chronologique distinguant 3 périodes. La première partie couvre les années qui vont de la fin de la Deuxième Guerre mondiale à 1970. Cette période est caractérisée, après une phase de reconstruction, par une profonde restructuration du secteur ainsi que par une modernisation de celui-ci. C'est le boom de la consommation pendant les 30 Glorieuses, la mise en place d'une politique agricole commune, stable et cohérente, et déjà, dans les entreprises, un processus d'innovation singulier. La deuxième partie couvre les années allant de 1970 à 1992. Le développement du secteur se poursuit et est favorisé par l'expansion agricole de la France, le dynamisme à l'exportation, et toujours par l'innovation. Le secteur n'en traverse pas moins une crise grave, à partir du milieu des années 1970. C'est la remise en cause des réglementations applicables à l'amidonnerie-féculerie sous les coups de butoir de la Commission et du secteur sucrier. C'est le coup d'arrêt à la production d'isoglucose, c'est le choc pétrolier et son corollaire, les économies d'énergie. Le secteur mettra 10 ans à en sortir. La troisième partie, qui va de 1992 à 2010, est intitulée « Nouvelles contraintes, nouvelles opportunités ». Les nouvelles contraintes, ce sont d'abord celles liées à la dérégulation des marchés agricoles, à la libéralisation de l'économie et des échanges, ainsi qu'au développement de nouvelles politiques européennes en matière d'environnement et de protection des consommateurs. Le mérite des amidonniers féculiers est d'avoir toujours visé à s'adapter à ces contraintes et à les transformer en opportunités commerciales,
ceci dans le cadre d'un partenariat étroit avec leurs industries clientes. Encore une fois, l'innovation fut la clé. Les années 1990 et 2000 ont donc vu le secteur monter encore en puissance, à travers un programme d'investissement sans précédent, impliquant les acteurs historiques et de nouveaux entrants. Première partie, reconstruction, restructuration et modernisation, 1946 à 1970. Introduction de la première partie. Le visage de l'amidonnerie-féculerie en 1939 a évidemment beaucoup changé depuis le XVIIIe siècle et la publication des statuts de la Corporation des amidonniers en 1746. L'amidonnerie de blé, la plus ancienne et encore très artisanale, a été largement supplantée par la féculerie de pommes de terre. Celle-ci s'est fortement développée depuis les années 1830 et a connu les mêmes transformations que les autres industries pendant la deuxième révolution industrielle, mécanisation, introduction de la machine à vapeur. Elle connaît par ailleurs dans les années 1930 une vague d'investissement qui contribue sans doute déjà à moderniser le secteur. L'amidonnerie de riz semble s'être implantée en France à partir des années 1860, vraisemblablement à la suite du traité de libre-échange de 1860. Plusieurs sociétés sont actives en 1939. L'amidonnerie de maïs, quant à elle, est une industrie plus récente encore et on peut l'imaginer, plus moderne. 3 amidonneries de maïs virent le jour dans les années 1890. Le principal amidonnier de maïs en France est depuis 1920, une filiale du plus grand amidonnier américain, la Corn Products Company, CPC. La CPC bénéficie d'une avance technologique et d'une puissance financière et économique certaine. En effet, les USA peuvent être considérés comme le berceau de l'amidonnerie de maïs qui connut un fort développement à partir des années 1890. Il convient d'observer qu'à côté du blé, du maïs et de la pomme de terre, les 2 autres matières premières utilisées en France étaient à l'époque le manioc et le sagou. À la veille de la guerre, la profession amidonnière et féculière apparaît donc très diverse. Chaque branche est représentée par un syndicat professionnel, voire plusieurs dans le cas de la féculerie de pommes de terre, et les conflits ne sont pas rares. Surtout qu'à ces métiers de l'amidonnerie-féculerie, il convient d'ajouter les fabricants de produits dérivés, glucosiers, fabricants de dextrine et de colle, sans compter les fabricants de caramels colorants. Une des premières conséquences de la Deuxième Guerre mondiale sera à cet égard de favoriser une meilleure organisation du secteur, à travers la création d'une union syndicale regroupant tous les métiers de l'amidonnerie-féculerie. En attendant, tout ce petit monde présente quelques caractéristiques générales communes, en particulier le poids des familles et le fort lien avec l'agriculture. Une autre caractéristique commune est déjà à l'époque la multitude des débouchés aussi bien dans le secteur alimentaire que non alimentaire. La première partie de cet ouvrage s'attachera donc à analyser l'évolution du secteur depuis la fin de la guerre jusqu'à l'année 1970. Après avoir évoqué l'influence des années 1920 et 1930 et l'impact de la guerre sur cette évolution, nous nous efforcerons de décrire les 3 tendances de fond que furent la reconstruction du secteur, sa restructuration et sa modernisation. Chapitre 1 : Une lente mais profonde restructuration. Certes, la Deuxième Guerre mondiale avec son cortège de dommages, de destruction et d'arrêt d'activité, constitua une rupture dans l'histoire de l'amidonnerie-féculerie. Toutefois, le visage que celle-ci revêt au lendemain du conflit, une fois la reconstruction achevée, est fortement influencé par l'évolution qu'elle a connue pendant l'entre-deux-guerres. On peut même affirmer que la guerre n'a constitué qu'une interruption dans un processus de modernisation largement entamé dans les années 20 et 30. L'héritage de l'entre-deux-guerres. La période de l'entre-deux-guerres est caractérisée par le développement de l'amidonnerie de maïs, mais également par une vague d'investissement dans le secteur de la féculerie de pommes de terre. Elle est en particulier marquée par un affrontement entre ces 2 branches, qui prendra un caractère tout autant politique qu'économique. Les années 1920, la montée en puissance de l'amidonnerie de maïs sous l'égide de la Corn Products Company, CPC. Si la grande société américaine Corn Products Company, CPC était présente en Europe depuis le début du XXe siècle,
En Angleterre d'abord en 1903 puis en Allemagne en 1905, le marché français de l'amidon et de ses produits dérivés, glucose, dextrine, lui était presque totalement fermé, si ce n'est pour les ventes de son produit phare, la maïzena. Elle n'était présente en France qu'à travers son agent commercial, la société Gélis Didot. La Première Guerre mondiale constitua pour CPC une opportunité unique. Les produits alimentaires tels que les pommes de terre ou la farine, dont était extrait l'amidon et la fécule, furent en effet orientés prioritairement vers l'alimentation du pays et le maïs devint ainsi une matière première incontournable pour la fabrication d'amidon. Les ventes de CPC en France se développèrent de façon importante, mais les dirigeants de la société comprirent que cette situation ne perdurerait pas après la guerre. Abraham Coronel fut donc chargé d'une mission visant à étudier le marché français et les conditions d'un développement des ventes de CPC en France. À partir de 1919, CPC entreprit donc une série d'actions qui lui permirent non seulement de s'implanter en France, en prenant le contrôle de plusieurs sociétés, mais de façonner le visage de l'amidonnerie-féculerie française. La plus grosse opération menée par la CPC fut l'acquisition de 75% du capital de la société Verlet Frères, qui avait construit en 1856 une amidonnerie à Aubourdin, Nord. Si cette usine travaillait à l'origine les pommes de terre et le manioc, elle devint en 1892 la plus importante amidonnerie de maïs de France, à laquelle furent rapidement rattachés une glucoserie et un atelier de fabrication de dextrine. 9 publicités anciennes pour la marque d'amidon, à l'ours blanc, de la société Verlet. La fusion finale entre CPC et la société Verlet Frères fut réalisée le 19 juillet 1920 et la Société des produits du maïs, SPM, fut créée. Cette prise de contrôle, 75% de la plus grande usine en France permit à SPM d'obtenir une position de force sur le marché français des produits amylacés. La première tâche de la SPM fut la reconstruction et l'agrandissement de l'usine d'Aubourdin, endommagée pendant la guerre. Terminée à l'automne 1921, ces opérations permirent à l'usine de travailler 125 à 150 tonnes de maïs par jour, mais, pour les raisons évoquées ci-dessous, l'usine ne fut jamais toutefois aux capacités de tourner à plein régime. En effet, à la fin des années 1920, l'interminable lutte entre les agriculteurs et les féculiers de pommes de terre, d'une part, et les amidonniers de maïs, d'autre part, entamée à la fin du XIXe siècle, dans le contexte de l'instauration des tarifs Méline, avait repris de plus belle. Les années 1930 et l'opposition farouche des féculiers de pommes de terre au développement de l'amidonnerie de maïs. La crise économique de 1929 conduisit entre autres choses à une chute catastrophique des prix agricoles, qui servit d'argument au monde agricole pour demander le renforcement de la protection de l'agriculture française en bloquant les arrivages de maïs étrangers. Il ne fut donc pas surprenant qu'une campagne commença en 1929 en vue de défendre les pommes de terre françaises et le manioc originaire des colonies, en opposition à toute augmentation des importations de maïs étrangers. Cette campagne aboutit en 1930 à l'instauration d'un droit d'accise et à une augmentation du droit de douane sur le maïs étranger d'environ 150%. Les années 1930 furent donc dominées par les tentatives opiniâtres des amidonniers de maïs pour mettre fin à ces mesures, mais sans grand succès. Par ailleurs, tous les ans, ils adressaient à l'administration des demandes d'attribution de quotas d'importation de maïs, mais les résultats étaient systématiquement inférieurs aux besoins. Cette situation eut une conséquence majeure pour l'amidonnerie de maïs française. Ne pouvant accéder à une matière première au cours mondial, comme ses concurrents belges ou hollandais, l'amidonnerie de maïs française fut contrainte de développer une activité importante à l'exportation dans le cadre du régime réglementaire dit de l'admission temporaire. Ainsi naquit une vocation exportatrice qui reste encore aujourd'hui une des caractéristiques majeures de l'industrie des produits amylacés française. Malgré la signature de la Convention du 24 octobre 1934, intervenue entre les producteurs et transformateurs d'amylacés, destinée à ramener la paix, les hostilités reprirent en 1935. Le conflit prit même un tour plus agressif, lorsque la Confédération des producteurs de pommes de terre adressa à l'administration française un rapport tendant à démontrer que les coefficients de transformation du maïs en amidon, utilisés dans le cadre de l'admission temporaire,
était exagérément élevé par rapport à la réalité industrielle. De telles affirmations visaient à alléguer l'existence d'un avantage économique indu. Au demeurant, elles revenaient à discréditer l'image des amidonniers de maïs, en créant une suspicion de fraude à grande échelle. Les amidonniers de maïs réagirent vigoureusement et, preuve à l'appui, réfutèrent les arguments techniques et économiques avancés. La réaction des amidonniers de maïs prit la forme d'une plaquette intitulée « La vérité sur le conflit entre les féculiers et les amidonniers de maïs ». Cette plaquette visait à fournir quelques renseignements à l'usage des ministres, des sénateurs, des députés, des industriels consommateurs de glucose et matières amylacées. Elle était également destinée, non sans humour, à l'édification de les planteurs de pommes de terre. La campagne des féculiers eut deux conséquences. D'abord, elle créa un climat de défiance entre les deux professions, amidonniers de maïs et féculiers, qui perdura jusqu'à la guerre. Ensuite, il semble qu'elle conduisit à une scission au sein même du monde féculier, entre d'une part la Confédération nationale des producteurs de pommes de terre, de création récente et à la pointe dans le conflit, et d'autre part la nouvelle chambre syndicale des féculeries de pommes de terre en France, créée en janvier 1936, plus attachée au principe d'entente interprofessionnelle. Une première phase de restructuration dans le secteur de l'amidonnerie-féculerie. Le secteur de la féculerie de pommes de terre fut le plus touché par cette vague de restructuration. Apparu en France en 1811, il s'était développé de manière importante pendant la deuxième moitié du XIXe siècle et présentait un certain nombre de caractéristiques fortes. A. Contrairement à l'amidonnerie de maïs fortement concentrée, la féculerie de pommes de terre était restée une industrie rurale, artisanale et très dispersée dans la mesure où la production de fécule constituait le plus souvent une activité complémentaire dans les exploitations agricoles. C'était en particulier le cas des très nombreuses féculeries des Vosges, dont la première remontait à 1833. B. La féculerie de pommes de terre était donc caractérisée par la multitude de ses acteurs, de taille très modeste, même si le nombre de ces féculeries avait déjà considérablement diminué puisque de près de 550 en 1875, elles étaient passées à 282 en 1900. Ce nombre continua de chuter à 189 en 1924, puis à 102 en 1932 selon l'étude réalisée en 1966 par l'Association pour la promotion industrie-agriculture, APRIA. Nous n'avons pas les chiffres juste avant la guerre, mais il est évident que l'érosion continua tout au long des années 1930 et pendant la guerre. Elle n'était plus qu'une cinquantaine en 1948, d'après le compte-rendu de la première Assemblée générale réunie au lendemain de la guerre. C. Ce déclin de la féculerie de pommes de terre face à la montée en puissance de l'amidonnerie de maïs était certes freiné, depuis les années 1880 à 1890 par le relèvement des droits de douane sur le maïs, l'appui politique des agriculteurs et un réseau de parlementaires actifs. D. Cette organisation économique, commerciale et syndicale s'appuyait bien évidemment sur les qualités intrinsèques de la fécule qui gardait une supériorité technique sur quelques bastions tels que l'industrie textile et la papeterie. Il n'en reste pas moins que le développement de l'amidonnerie de maïs constituait une menace réelle, qui conduisit le secteur féculier à évoluer pendant les années d'entre-deux-guerres pour résister à la concurrence. Cette restructuration prit plusieurs formes. Le livre de Daniel Green, CPC Europe a Family of Food Companies, met en lumière le rôle de la Société des produits du maïs dans la restructuration du secteur féculier au cours des années 1920 et 1930. 5 sociétés méritent d'être mentionnées. La première est la féculerie glucoserie d'Épinay-sur-Seine. Son histoire est relatée sur le site internet de la ville d'Épinay. La féculerie a été autorisée par arrêté du préfet de police, le 17 novembre 1840. 2 négociants parisiens beaux-frères, Hilaire Voisine et Auguste Fouché, s'y intéressent. Le 14 octobre 1841, ils forment la société voisine, Fouché et compagnie le même jour, qu'Affin d'Orsigny leur loue la fabrique. Très moderne, la féculerie comporte des appareils mus par une machine à vapeur. Outre l'amidon, utilisé en pharmacie, en papeterie, en cosmétique ou comme additif alimentaire,
La féculerie produit aussi du sirop de glucose aux multiples applications alimentaires. En 1853, Auguste Fouché reste seul à la tête de la féculerie, dont il devient propriétaire en 1860. Son fils Gustave lui succède en 1866, puis c'est au tour de son autre fils, Paul, de prendre la direction de l'entreprise en 1881. Ce dernier double la surface de l'usine en achetant en 1882 l'usine voisine située 6 boulevard Foch. Auguste Fouché reçoit la Légion d'honneur pour avoir perfectionné le glucose et l'avoir vulgarisé, notamment dans la confiturerie mise par son bon marché à la portée des classes pauvres. Le 15 octobre 1883 au matin, le feu prend dans les séchoirs à fécule. L'incendie est maîtrisé rapidement, mais il reprend au début de l'après-midi avec une violence inouïe. Les pompiers de Villetaneuse et de Saint-Denis mettront 4 heures à l'éteindre. En 1892, Paul Fouché s'associe avec Élie Mongin et Henri Herbet pour former la société P. Fouché, Mongin et Herbet. Il se retire en 1895. La féculerie, restée en 1905 aux mains d'Élie Mongin, sera reprise en 1920 par la Société des produits du maïs, qui quittera les lieux en 1959 pour laisser place à une entreprise spécialisée dans le chauffage et la ventilation, puis au fabricant de gomme Mala et enfin, de nos jours, à l'entreprise Marie-Laure PLV. La deuxième société est la féculerie glucoserie d'Épinal, dont la Société des produits du maïs acquit, en août 1927, la quasi-totalité du capital. La glucoserie d'Épinal resta active sur le marché jusqu'à sa fermeture en 1953, en raison, selon Daniel Green, des très mauvaises conditions de marché. Le troisième exemple est celui des établissements Cousin de Vos dont la SPM acquit, en septembre 1933, 90% du capital. Cette société possédait et dirigeait une amidonnerie de maïs, une féculerie de pommes de terre et de manioc, un atelier de fabrication de dextrine ainsi qu'une glucoserie juste à côté de l'usine de SPM à Aubourdin. L'usine avait été construite à la fin du XIXe siècle par Auguste Cousin et portait le nom de celui-ci et de son épouse, Clara Marie de Vos. Auguste Cousin avait été, semble-t-il, directeur d'usine chez les Verlet. Il fut le maire d'Aubourdin de 1892 à 1900. L'amidon produit dans l'usine Cousin de Vos, à partir du maïs aussi bien que de la pomme de terre ou du manioc, était soit vendu en l'état, soit utilisé comme matière première pour fabriquer en particulier de la dextrine. Le 25 novembre 1926, il y eut une terrible explosion dans l'usine suivie par un incendie. 6 personnes y compris le directeur de l'usine furent tuées et 30 autres blessés. La décision fut prise de fermer l'usine, mettant plus de 100 salariés au chômage. Ce fut certainement cet événement qui conduisit la société Cousin de Vos à accepter la proposition de prise de participation de la Société des produits du maïs. En septembre 1933, la Société des produits du maïs acquit 90% du capital de Cousin de Vos. Une partie de l'intérêt de SPM était l'opportunité d'élargir le site d'Aubourdin, qui déjà apparaissait trop petit pour permettre une expansion future. Cousin de Vos resta une filiale séparée de SPM jusqu'à la fusion complète des deux sociétés, après la Deuxième Guerre mondiale, en avril 1949. L'usine continua de produire de la fécule de pommes de terre et de la dextrine. Ce faisant, la SPM gardait un pied dans la féculerie, secteur politiquement puissant, tout en augmentant l'activité de son amidonnerie de maïs. L'histoire de la maison Bruder est très différente. C'est en 1856 que Charles Bruder avait construit une féculerie dans la petite ville d'Arches au sud d'Épinal. La féculerie Bruder à Arches était très représentative de la relation étroite qui existait dans les Vosges comme dans de nombreuses autres régions françaises, entre l'industrie textile et l'amidonnerie-féculerie. Mais Charles Bruder se distingua de ses concurrents, d'abord en acquérant des intérêts dans plusieurs autres féculeries, mais aussi en diversifiant son activité jusqu'à devenir, dans les années 1920, le plus important producteur de dextrine en France, production dans laquelle il s'était spécialisé depuis 1910. En 1928, le fils de Charles Bruder, Jean-Baptiste, était devenu un acheteur important de fécule de pommes de terre, de fécule de manioc et ultérieurement, d'amidon de maïs qui lui était fourni presque exclusivement par la Société des produits du maïs.
C'est ainsi qu'en 1931, lorsque la Brüder SA fut créée pour posséder et faire fonctionner l'usine de dextrine à Arches, la Société des produits du maïs souscrivit pour 60% du capital. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.